Alors, vous n'êtes pas encore super nombreux. Moi, j'aimerais bien juste que vous mentionniez sur le chat si vous êtes déjà manager, euh, si oui, vous managez combien de personnes, ou si vous avez envie d'être manager et que vous allez bientôt l'être et, euh, et que c'est pour ça que vous faites cette formation ou juste par curiosité. Donc voilà, donc un peu choix un, je manage des gens. Choix 2, je vais bientôt devenir manager, j'ai besoin de méthode. Choix 3, je viens juste ici pour m'inspirer et c'est très bien aussi. Même si vous n'avez pas d'application concrète tout de suite, juste de se lever le matin pour apprendre des choses, c'est exactement notre mission à Lyon. Donc Joséphine, je vois pas le chat, mais si je sais pas, dans deux, trois slides, je te demanderai qui est où. Moi, ça me permettra aussi, en fait, d'adapter un peu les conseils que je vous donne à votre situation actuelle. Pour tout vous dire, en fait, cette track, donc ce programme de Lyon, on a d'autres programmes sur d'autres sujets à Lyon et d'ailleurs, je vois des alumni aussi connectés et sur d'autres sujets. Salut Julien. Et, euh, et en fait, cette track, au tout départ, on l'a pensée pour un cas de figure super précis qui était des entreprises qui avaient soit une restructuration, soit une grosse croissance, et où des gens qui n'avaient pas vocation à devenir manager ou qui n'avaient pas exprimé forcément l'envie ou qui étaient là depuis quelques temps mais qui n'avaient pas été manager avant, se retrouvaient en position de management. Donc, on avait appelé cette formation First Time Manager en se disant, mais c'est vraiment pour les gens qui se retrouvent un peu sur le tas à devoir manager des gens et qui mettent des choses en place un peu d'instinct et qu'il faut aider, accompagner à structurer tout leur management. Parce que sans ça, on se retrouve vite cornerisé dans plein d'écueils qui sont le lot de tout manager. Et on avait envie d'accompagner tout First Time Manager à l'être. Et en fait, on a lancé une première fois ce programme en l'appelant First Time Manager. Et on avait une quinzaine de First Time Managers qui nous ont dit, mais en fait, moi, il n'y a aucun manager même expérimenté, senior, gestionnaire d'équipe depuis des années que j'ai croisé dans ma vie, qui avait ces méthodes-là. Vous ne devriez pas du tout l'appeler First Time Manager parce que, en fait, il y a tellement de choses qu'on apprend que ce n'est pas du tout déterminé pour les gens qui sont managers pour la première fois. Et donc, depuis, on l'appelle Team Leader et on avait des gens avec des degrés de seniorité managériale super différents. Et tout le monde a trouvé des différents blocs pour structurer son management, soit, comme vous disiez, Joséphine, dans les outils, le mindset, la fréquence des rendez-vous, la rigueur et l'hygiène du rapport avec ses managers. Et ça, c'est super important. Donc là, en fait, ce qu'on va faire pendant le webinaire, c'est véritablement vous décliner les thèmes, nous, l'équipe pédagogique, qu'on a identifié comme étant des thèmes super importants pour tout manager, qui soit en train de se lancer dans du management ou déjà en position de management dans ses équipes. Est-ce que j'ai eu des réponses sur le chat, Joséphine? Yes, donc il y a à peu près 5 personnes qui managent entre 1 et 3 personnes, une Ok, personne qui n'est pas encore manager et une personne qui est manager de 13 équipes. ok, 13 super. personnes, pardon. Oui, ouais, j'avais. On était à une conférence, toute l'équipe Lyon, samedi, avec Alexis Bidino, qui est le directeur général de Free Iliad. Donc, voilà, c'est une entreprise qui fait 5 milliards d'euros, 150 000 personnes. Et il disait, en fait, la taille d'une bonne équipe, c'est 8 personnes. Au-dessus de ça, on ne peut pas partager vraiment deux pizzas ensemble sans que les gens aient plus faim. Et donc, on pense qu'un manager peut pas bien géré, ou en tout cas de manière super structurée, plus de 8 personnes. Après, ça dépend des équipes et voilà. Mais nous, ce qu'on préconise aussi dans notre formation, et tout est adaptable, bien sûr. Et le but, c'est aussi que vous me proposiez vos situations individuelles pour que je vous raconte comment ça peut être adapté sur véritablement le care, en fait, parce que vous allez le voir, c'est un peu au cœur de notre programme. Donc, le care, on est aussi une start-up, donc parfois, on va dériver dans les mots. N'hésitez pas à me poser les questions sur le chat s'il y a des choses pas claires. Ça va être le soin apporté à gérer ces équipes et à le faire au plus proche de ce qu'ils sont. Pour moi, la grande mission, et ce sera un peu mon intro du team leadership, en fait, c'est vous pensez que vos managers, ils évoluent selon une courbe que vous définissez un peu comme ça, et eux, en fait, ils sont en train d'évoluer de manière oscillante parce qu'il y a des moments de bien et des moments de moins bien, et tout le but, c'est d'être au plus proche de cette courbe, parce que plus il y a un delta entre ce que vous vous projetez et la manière dont eux, ils évoluent, plus vous êtes à côté de la plaque et plus les réponses que vous allez apporter vont être non pertinentes, parfois injustes ou mal exprimées. Enfin, voilà. Et donc en fait, vraiment, le but, et c'est comme ça qu'on axe aussi notre track, et vous allez voir avec le premier thème qu'on a identifié,
c'est d'arriver à comprendre au mieux vos managers de manière aussi individuelle pour les faire grandir et permettre à votre équipe de performer parce que, in fine, évidemment que c'est aussi des compétences humaines, mais c'est aussi du pilotage de la performance et il y a aussi des thèmes qui sont liés à ça. Voilà. Je vois qu'on est un peu plus nombreux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rebrancher votre micro. Et sinon, sur le chat, il s'agissait de me dire si vous aviez déjà des managers, si vous alliez devenir manager ou si vous veniez juste là pour vous inspirer. Tapez 1, 2, 3 dans le chat. Voilà. Alors, voilà. Donc, je suis à présenter brièvement. Moi, je m'appelle Anaë, je suis COO à Lyon. Et je me suis typiquement retrouvée dans la situation que je vous ai expliquée auparavant. Donc, j'avais pu manager des équipes opérationnelles, des prestataires sur des gros projets avec plein de gens à coordonner, mais plus qu'à manager au quotidien. Des stagiaires, mais voilà, il reste 6 mois, donc on ne voit pas forcément l'évolution en fait, de notre management. Et là, depuis 1 an et demi, je me suis retrouvée typiquement dans la position d'une startup qui grandit et où les first time, j'allais dire les first employees, mais en gros les premiers employés de la boîte, donc quand je suis arrivée on était 4, on va être 20 en décembre, se retrouvent à piloter entièrement des équipes et moi en fait ça m'a énormément aidée. Comme vous le savez à Lyon on est une école donc on rencontre plein de profs, plein d'intervenants, d'experts du terrain et moi j'ai commencé à interviewer des gens, à essayer de mettre en place des méthodes, à itérer aussi sur l'année et demie là que j'ai eue parce qu'en fait vous allez vous planter et c'est pas grave, le truc c'est de pas laisser en place des process qui fonctionnent pas mais c'est un peu le condensé de tout ce que j'ai appris à la fois en allant m'inspirer à l'extérieur et en testant à l'intérieur. Je vais commencer par 2 petites citations que j'aime beaucoup. La première, c'est Albert Einstein. Je pense que ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, mais le seul. Voilà, ça c'est un peu lead by example, dit un peu autrement, mais c'est pas nouveau. C'est juste pour se dire que ce sera difficile pour vous d'exiger rigueur, autonomie, esprit d'initiative, énergie, communication avec les autres si vous-même vous ne vous regardez pas pour sans cesse être exigeant avec ce même degré d'exigence dans votre quotidien parce que en fait vos équipes elles vont être prises aussi dans votre sillage et pour construire ce team leadership dont on va parler, je pense que l'exemplarité aussi c'est quelque chose de super important et que c'est bien de l'avoir en tête comme première base. La seconde citation, voilà, on va basculer d'un domaine de référence à un autre, donc de Einstein à Aimé Jacquet. Ce n'est pas le fait de porter le même maillot qui fait une équipe, c'est de transpirer ensemble. Bon, bah, voilà. Moi, je trouve que en fait, ces 2 citations combinées montrent un peu la manière dont moi, j'ai construit ce programme Team Leader. Donc, c'est à la fois vous donner toutes les méthodes pour être la meilleure version de vous-même, entre guillemets, et se dire que ça ne doit pas vous éloigner de vos équipes. C'est pas voilà, un exemple lointain, un phare dans la nuit que je vais suivre et avoir du mal à voir. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la cohésion d'équipe qui passe aussi par faire les choses, par se poser à la table, par dans les moments compliqués sur des projets, compliqués sur des attentes d'objectifs. Mettre les mains dans le cambouis et quitter presque sa posture de manager pour se dire bon, bah, en fait dans ces moments de cohésion d'équipe il y a besoin que je revienne plus dans l'opérationnel. Moi pour vous donner un exemple, à Lyon on faisait que des formats en présentiel en mars et puis est arrivé le confinement et toutes les chargés de programme qui sont dans mes équipes ont dû passer leur programme en ligne et ça faisait un volume horaire forcément de transformation du produit qu'on opérait super dur à intégrer et donc moi qui avais dans mes objectifs personnels parce que je dois aussi répondre auprès des actionnaires des objectifs personnels de quitter les formations pour réussir en opérationnel à me mettre sur des projets plus stratégiques, faire du pilotage, etc. Mais là, il y avait tellement de formations qu'on vendait en ligne et on était tellement pas prête au départ qu'il a fallu qu'on se forme toutes, qu'on rentre en cohésion, que moi je prenne un quart de toutes les formations à opérer parce que sinon, j'aurais pas su ce qui était compliqué et pas compliqué dans le en ligne. Ça aurait été plus difficile pour moi de les aiguiller, de les aider à réussir à créer le meilleur produit en ligne si moi-même, en fait, j'en avais jamais opéré. Donc, ça veut dire prendre les bases des gens, faire tout le suivi opérationnel en amont, en après, voilà. Et ça, véritablement, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de construire une offre
présentiel, en ligne et mixte. Et si je m'étais pas moi-même aussi un peu cassé les dents sur l'animation de mes premiers cours en ligne en mars-avril, j'aurais moins pu comprendre ce qui était leur source d'interrogation ou de développement. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment exemplarité et transpiration qui sont les deux nerfs de la... Est-ce que j'ai d'autres réponses dans le chat, Joséphine? Juste Nicolas qui disait que c'est compliqué de manager 13 personnes et Anako Ouais. qui nous a dit qu'elle manageait elle aussi 3 équipes, soit une quinzaine de personnes. Ok. De toute façon, il n'y a pas de règle. C'est comme, voilà, il n'y a pas de chiffre exact qui va à tout le monde, dans tout type d'entreprise, pour tout type de maturité de boîte, pour tout type de produit. 8, c'est un chiffre qui nous semble en moyenne, en fait, permettre à la fois de donner une direction et en même temps d'avoir un suivi un peu. Après, c'est à vous aussi de voir de quelle manière c'est possible de nommer des middle managers, d'avoir des sous-branches d'équipe et de réussir en fait à ce que vous, parce qu'être sollicité par 13 personnes, euh, c'est énorme. C'est énorme dans le suivi opérationnel que ça demande, dans le temps qualitatif en rendez-vous individuel. Enfin, pour garder du temps pour soi-même, exécuter sa to-do et aussi avoir l'impression de progresser. Parce que quand on est manager, on a un peu cette double casquette. C'est à la fois on progresse en tant que manager et on voit les gens se développer, on trouve ça super. Et en même temps, plus on tombe dans cette répartition-là du temps, plus parfois on a l'impression que nous-mêmes, on voit moins sur des sujets, on a moins de temps pour piloter les choses, on a moins de temps pour réfléchir, pour structurer. Et ça, cette balance, elle est super importante à trouver. Parce que si vous perdez ce côté-là, vous ne pourrez pas rester dans une position de leadership longtemps. Et donc, 13 personnes qui vous demandent beaucoup de choses, tout dépend du degré de seniorité. Ça peut être super chronophage pour vous. Donc, voilà, à voir évidemment comment vous organisez. Joséphine, je compte sur toi. Interromps-moi sans souci pour me dire s'il y a des questions. Voilà, donc comme je vous le disais, le parti pris en fait général de cette formation, après vous avoir un peu donné des trucs d'inspiration au départ, c'est de dire qu'on n'est pas bon manager. Voilà, c'est un peu Simone de Beauvoir remasterisée en manager, mais en fait c'est juste pour dire, on dit souvent, et moi j'ai souvent entendu, bon, bah, lui ou elle, il ou elle est bonne manager, manageuse, parce que c'est quelqu'un qui a naturellement de l'empathie, de la bienveillance, une bonne communication, ou au contraire, quelqu'un qui a une autre vision du management complètement, quelqu'un qui a naturellement de l'autorité, qui sait être ferme, qui négocie pas, qui sait un peu imposer à ses équipes quelque chose de très tranché, qui du coup va mener les gens jusqu'à l'objectif. Donc c'est un peu les deux versions. Il y a plusieurs écueils en management. Il y a la version un peu paternaliste, maternaliste, très distancée. Voilà, mais en fait, tout ça voudrait dire que vous avez un potentiel bon manager en vous et que, bon, bah, manque de chance ou bonne chance, vous allez réussir à piloter vos équipes en fonction de ce qui vous a été donné a priori. En fait, je pense que ça serait faux de dire qu'on ne part pas avec une base, mais en fait, cette base, soit elle est déjà au bon endroit pour accompagner les gens. Et dans ce cas-là, avoir des outils, des méthodes et structurer un peu la chose, ça va vous emmener à objectiver l'ensemble de votre leadership pour le conduire à bien et ce sur le long terme. Soit vous avez pas forcément ce truc d'être à l'aise en relations humaines, de communication, etc. Et en fait, vous ne pouvez pas du tout vous passer de toute cette objectivation de votre leadership parce que vous serez directement dans un coin où vous n'aurez pas l'impression de pouvoir agir. Donc moi, je vous ai listé un peu les choses que j'ai apprises, soit en discutant avec des gens, soit en les mettant en place. Donc, en fait, le team leadership, pour nous, c'est plein de méthodes. Et vous allez le voir, on est super structuré sur des modèles, des matrices, des choses qu'on va vous diffuser pendant toute la formation, où véritablement, vous avez une bible à la fin d'outils à la fois de manière de penser, de manière de catégoriser les choses, de prendre des décisions, d'organiser votre équipe au quotidien, de piloter la performance. Et tout ça, c'est pas juste du mindset. D'ailleurs, je l'ai pas mis dans les choses que nous on apprend parce que pour moi, ça va un peu traverser toutes les thématiques. Il y a plein de méthodes qui sont des frameworks un peu de pensée qu'on va vous donner et des méthodologies précises. Ils sont accompagnés parfois d'outils qui vous permettent
de les mettre en place de manière précise, soit à votre échelle, soit à l'échelle de votre équipe. Donc, ça va être des outils d'optimisation du temps, comme de suivi de la performance, comme de partage d'informations. Je pense que vous allez voir, en fait, au fur et à mesure des thèmes, ce qui est super, super important, c'est la rigueur d'exécution. Je pense qu'on l'a tous connu dans nos carrières et qu'on l'a tous fait en tant que manager aussi. C'est lancer avec beaucoup d'énergie quelque chose, mettre les gens dans un process et puis finalement ne pas le suivre. Et du coup, c'est autant d'énergie collective qu'on amène les gens à dépenser pour finalement pas les traduire en action concrète. Et ça épuise vous-même votre leadership parce que vous dites, ah bah, j'avais déjà parlé de ça et puis je l'ai pas suivi. Et puis ça épuise vos équipes en disant, mais ça fait 8 fois qu'on parle de tel projet. En fait, j'ai un peu besoin de rigueur d'exécution. Donc ça, vous allez le voir aussi. Et pour moi, les méthodes et les outils permettent de suivre la rigueur d'exécution, de ne pas perdre l'information. Des doses d'inspiration, ça, c'est un peu la manière, l'ADN, nous, qu'on a de construire les programmes. Vous allez le voir, il y a plein d'intervenants qui vont être mis devant vous, des gens qui ont des backgrounds différents, qui ont des expertises techniques super précises sur leur sujet et qui viennent avec toute cette histoire personnelle et d'apprentissage aussi qu'ils ont à vous donner. Et c'est un réseau pour vous, à la fois les intervenants et les gens de la promo, super important. On va vous filer plein de choses à lire aussi, évidemment. Et les itérations constantes, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que vous allez mettre des choses en place et puis il faudra, au bout de 1 mois, 3 mois, 6 mois, les changer parce que c'est seulement comme ça que vous arrivez au plus proche. Là, en fait, juste pour dire un petit mot sur le webinaire en tant que tel, donc, moi, je vais être headmaster de la track Team Leader. Donc, comme le disait Joséphine, elle commence bientôt. Et donc là, le but, c'est de vous présenter les thèmes qui vont être abordés dans ce programme qui dure 6 semaines avec une demi-journée. C'est tous les mercredis matin, 3 heures avec moi plus un intervenant. Mais pour pas seulement vous présenter le programme parce qu'on trouvait que c'était pas forcément suffisant en fait pour que vous ayez un peu votre dose d'inspiration ce matin. On va quand même vous donner à chaque fois les 2-3 objectifs et apprentissages clés en gros de chaque séance qui bien sûr normalement sont développés pendant 3 heures. Donc là c'est plutôt du gros focus sur quelques sujets plutôt que voilà, je ne veux pas résumer 25 heures de formation en 40 minutes, mais c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on apporte, nous, à nos team leaders et ce qui nous semble super important comme sujet. Voilà. S'il y a des questions à ce moment-là, n'hésitez pas. Ça va? C'est parfait. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Bon, bah génial. Alors, pour moi, la track team leader, elle suit un peu ce chemin de pensée. Je ne l'ai pas inventé. On l'a pris dans un bouquin qui s'appelle Triangle de l'art coach par Bill Campbell, qui était l'ancien coach sportif de Eric Schmidt, le CEO de Google, de Steve Jobs, de Jeff Bezos. En fait, pour lui, le team leadership, ça s'articule sur ces 5 points. Le premier, c'est d'énergiser vos équipes. Il n'y a pas d'action possible si on n'enclenche pas ce déclic d'énergie. Ensuite, le second, c'est de donner les moyens. Donc, c'est une fois qu'on a donné la dose d'inspiration, comment on donne les moyens techniques et organisationnels pour que cette action puisse véritablement être efficace. Ensuite, on va aligner et exécuter. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la publication de la stratégie et de l'organisation des équipes pour le mener à bien. Évidemment, il faut monitorer la performance parce que sans ça, vous ne pouvez pas savoir si ce qui est en train d'être aligné et exécuté est dans la bonne voie ou pas. Et là, à la fin, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais franchement, pour moi, c'est super important parce qu'on a trop tendance à vouloir garder pour soi une stratégie idéale avant de la publier. En fait, il n'y en aura pas parce que le management, c'est aussi énormément de gestion humaine et que, en fait, l'humain est par essence un impondérable qu'il va falloir comprendre un peu au jour le jour et du coup ajuster les 4 points que je vous ai donnés avant. Donc ça, c'est véritablement pour moi la ligne en fait, qu'on a essayé de tirer et comme on vous le disait en début de webinaire, elle est donc articulée en 7 thèmes parce que pour nous, chaque catégorie n'a pas un seul thème. Voilà. Et voici donc les 7 thèmes. La première matinée qu'on va passer ensemble, c'est découvrir le servant leadership. Là, je vous le mets un peu en comment on dit, en summary, enfin en sommaire. Global. Ouais, voilà, en sommaire. Et après, on va aller dans chaque catégorie pour que je vous explique qui intervient et quels sont les objectifs. Donc, là, je vous le lis juste, mais je vais un peu vite parce que le but, c'est de le développer à chaque fois. Donc, la première catégorie, c'est servant leadership. La deuxième catégorie, c'est... La journée. Allô? Ouais. Non, vas-y.
La première catégorie, c'est découvrir son servant leadership. La deuxième, c'est son organisation personnelle et collective. Je sais que j'ai vu connecter des gens de la track du bootcamp produit. C'est un cours que je donne dans une autre version, un peu pour les product managers, parce qu'ils ont aussi une posture un peu de coordinateur, de manager super important. Donc, coucou à eux. Sachez que c'est une version 50% identique, 50% différente. Piloter la performance de ses équipes. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais, il faut objectiver. Moi, je le vois à notre échelle à Lyon. Il y a plein de choses qu'on a lancées et on était ravis de les lancer. On n'a pas mis en place tout de suite les outils de reporting. Et on se retrouve à 6 mois après à pas savoir exactement piloter les prochaines étapes du projet parce qu'on n'a pas regardé le nombre de personnes qui sont passées sur le site, le taux de conversion, le taux de clic, de quelle manière on leur avait envoyé des emails, quel était le taux de réponse qu'on pouvait avoir. Enfin, ça, vraiment, c'est super important. Tirer le maximum de ces prises de parole publiques. Ça, pour nous, c'est véritablement se donner l'entièreté des moyens pour qu'une fois qu'on ait travaillé, on le diffuse et qu'il y ait 100% de ce qu'on est préparé qui soit donné aux équipes et qui puissent aller vers de l'action. Et ce n'est pas du tout anecdotique. Maîtriser l'art du feedback, évidemment, bien recruter, parce qu'on s'est aussi rendu compte que c'était un vrai enjeu, et mieux appréhender les conversations difficiles, parce que forcément, en fait, les 6 premières catégories, c'est un peu en théorie et en pratique aussi, voilà ce qui se passe. Mais quand la pratique a déjà dévié dans une situation difficile, c'est aussi bien de savoir la gérer, et ça nous arrive à tous. Donc, on trouvait ça vraiment bien de le mettre en pratique en fait en dernière séance pour que ce soit aussi sur des situations personnelles qui puissent être craquées avec nous. Et le but de cette track team leader, c'est aussi d'avoir des managers qui viennent de boîtes différentes. Et du coup, il y a une liberté de parole dans les situations qui sont exposées qui est hyper constructive. Je sais qu'à la dernière track qu'on a eue en mai, chacun était libre de dire bah, moi, j'ai un problème avec mon manager. En ce moment, c'est ça et ça. Je lui ai déjà fait 2 points pour qu'il fasse ce projet. J'ai objectivé sa performance et là, j'y arrive pas. Et en fait, à la fois moi, le prof et le groupe disaient ah bah oui, ok, Julien, je vois. Pourquoi t'as pas essayé ça? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Et d'une semaine sur l'autre, la personne testait des choses et nous revenait. Et en fait, cette liberté de parole qu'il y a aussi en faisant des rencontres entre différentes entreprises, c'est génial pour les managers parce que parfois c'est dur aussi de partager ce qui se passe au quotidien. Alors on va le partager avec un autre pote manager ou avec quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, mais c'est chouette aussi d'avoir un safe space où c'est possible d'avancer et en 6 semaines vous avez le temps d'avancer, vous avez le temps de lancer des choses. Moi, il y a un feedback que j'aimais vraiment beaucoup d'une alumni il y a 2 tracks qui me disait Anaëlle, j'aime trop parce que en fait chaque semaine tu me donnes un thème et entre la séance du thème et la suivante je teste quelque chose, donc le servant leadership, l'organisation, je vais tester quelque chose dans les 7 jours, je vais te revenir le mercredi suivant, je vais te dire ce qui n'a pas marché et en fait en 6 semaines elle avait déjà transformé sa manière de piloter les équipes. Et nous c'est vraiment ce qu'on a envie, c'est quelque chose de super opérationnel et qui n'est pas juste de l'inspiration, sinon vous allez regarder voilà, des vidéos de The Ultimate Coach par exemple et nous on n'a pas vraiment cette ambition-là. Alors, thème 1, le servant leadership. Peut-être que certains ont déjà entendu parler du servant leadership. En gros, c'est se dire qu'on va renverser la pyramide classique de perception de ce qu'est une organisation managériale avec le top manager, les middle managers, les exécutants, etc. Et qu'en fait, si on devait repenser cet organigramme, on devrait l'inverser et faire en sorte que les managers, bien sûr c'est une pyramide, mais inversée, soient en soutien en fait, de l'équipe et aident les gens à s'épanouir et à se développer. Et ça, c'est super important. Et donc, c'est le servant leadership, en fait, c'est en gros le leader au service de ses équipes. Et donc, l'objectif de cette première session, c'est de se mettre dans cette bonne posture de manager pour se mettre au service et pousser la productivité parce que, in fine, ce qu'on veut, c'est être plus organisé, perdre moins de temps à se répéter les mêmes choses, avoir une communication plus fluide et être plus performant. Donc, pour ça, vous avez 2 profs, en fait, en introduction. Je dis prof, mais personne n'est prof. Voilà, c'est une facilité de langage parce que les mots sont les mots et que en fait, vous allez apprendre des choses, donc on peut considérer que c'est des profs, mais c'est vraiment des intervenants d'autres organismes de formation, vous direz des animateurs et vous seriez des apprenants ou voilà. Mais en fait, on a vraiment envie de vous apprendre plein de choses. Et donc là, c'est des gens qui, aucun des intervenants que je vais vous présenter n'est prof dans la vie. C'est des gens qui ont acquis une expertise sur le terrain et qui viennent vous la donner à l'instant T lors de leur conférence. Et donc là, en fait, c'est un binôme
d'intervenantes. Agnès Salazar, donc, qui est l'ancienne COO du groupe Au Féminin, qui a été vendu 230 millions d'euros au groupe TF1 il y a 4 ans. Elle manageait, en fait, COO, du coup, elle avait des équipes directes, mais au total, ils étaient une énorme équipe internationale. Et elle a vraiment cette conscience du servant leadership et elle va un peu vous faire la partie inspirationnelle. Et après, Annabelle Vignon, qui est la fondatrice de Lyon, à la base, et qui est partie de Lyon pour monter un campus d'école qui brise les codes, qui s'appelle Maria Schools. Et donc, elle a véritablement éprouvé son servant leadership tous les jours dans différentes boîtes. Et donc, elle a offert la partie opérationnelle de ce que veut dire le servant leadership. Vous avez ces deux un peu key figures que nous, moi, on adore et qui sont hyper pertinentes en fait sur ce premier sujet. Si vous avez des questions au fur et à mesure sur le sujet en question, n'hésitez pas à m'interrompre, à rebrancher votre micro et comme ça, même si vous avez des situations personnelles, là en direct, on peut un tout petit peu les creuser. Donc ça, c'est sur le servant leadership. Première session, un peu introduction. Après, on va passer à quelque chose de... À partir de la première session, toutes les autres sont thématisées par bloc, en fait, de construction managériale qui va vous permettre en 6 semaines de potentiellement transformer un peu votre management. Donc, c'est moi qui fais cette session. C'est optimiser son organisation d'équipe. Donc, en fait, pour moi, je me suis rendu compte que à partir du moment où on manageait des gens, son organisation personnelle devait être hyper claire et l'organisation de ses équipes devait être hyper claire. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on travaille seul, bon, de toute façon, on travaille toujours un peu avec des gens, donc c'est toujours bien d'être dans les outils de partage, d'avoir des process, d'établir des moments de rendez-vous pour s'en parler, etc. Mais à la limite, quand vous êtes en complète autonomie sur votre job, c'est pas très grave. Par contre, à partir du moment où vous embarquez des gens, vous ne pouvez pas vous permettre de leur faire perdre du temps et de vous faire perdre du temps parce que vous n'avez pas pensé l'organisation idéale de votre équipe. Donc, évidemment, ça détermine c'est déterminé en fonction du nombre de gens que vous managez, mais il y a une première partie un peu comment on se connaît soi-même dans son organisation, on gagne du temps, on se libère des tâches un peu rébarbatives et on restructure son organisation pour intégrer des blocs collectifs et garder du temps pour soi-même. Un peu ce que je vous disais au départ. Moi, c'est un cours que j'ai construit sur plusieurs mois en allant interviewer aussi les meilleures startups qui ont des processus hyper rigoureux de comment on s'organise. Et le but de ce cours, c'est pas de vous faire devenir des machines de l'organisation parce que chacun a son curseur, mais c'est de vous montrer ce qui est possible de faire jusqu'au bout pour que chacun place son curseur mais se dise en fait je vois que sur mes réunions, sur mes outils, sur ma gestion de calendrier, sur mes rendez-vous individuels, sur la manière dont je vais amener les gens de mon équipe à partager ce qu'ils font, sur quelle fréquence, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, comment on communique les stratégies de l'entreprise, etc. Et tout ça, c'est en fait à la fin de ce cours, vous pouvez avoir un plan d'action personnel de voilà comment je vais réorganiser mes rendez-vous et d'équipe, réorganiser nos outils de communication et réorganiser ma manière à moi de gérer ma semaine. Ça, c'est vraiment mon objectif pour cette deuxième session. Donc, on commence sur quelque chose de, après l'inspiration, très dans votre ordinateur, vos outils, votre manière de faire, parce que vous pourrez tester des choses directement après cette séance. Et après, on a 4 séances pour un peu itérer ensemble. Et je trouve que c'est important. 3, le pilotage de la performance. On en a un peu parlé au départ. Il ne peut pas y avoir de bon leadership si vous ne savez pas objectiver votre feedback. En gros, c'est ça aussi, quoi. C'est objectiver votre feedback et objectiver la manière dont vous allez piloter les équipes. On a tous eu des managers qui jugeaient un peu à la gueule ou un peu au programme ou un peu voilà, au projet. Se dire pourquoi je n'ai pas été bon, pourquoi là j'ai besoin d'aller plus loin. Comment on a établi une roadmap ensemble de là où je devais aller, où j'en suis et qu'est-ce qu'il me reste encore comme chemin à parcourir. C'est super important. Et c'est un intervenant qui est vraiment notre expert sur ce sujet qui s'appelle Virgile. Il a été VP People chez Comet. Il a aussi été RH chez Technip et Criteo, donc il a vraiment piloté la performance de grosses équipes. Et lui, il l'aborde par les OKR, donc Objective and Key Results, qui sont une technique d'objectivation de la performance utilisée dans des grosses boîtes, chez Google et ailleurs. Et en fait, ça part de vision, mission de l'entreprise au complet et après de votre service. Nous, c'est le travail qu'on fait pendant ce cours pour après le décliner en objectifs et key results. Donc, c'est vraiment des métriques en fait objectivantes de
à quel moment je considérais que ta mission est un succès et je l'objective par un chiffre. Donc, par exemple, pour nous, pour vous donner un exemple, à Lyon, dans l'équipe opérationnelle, on a plusieurs key results. Ça va être la satisfaction de nos élèves. On veut avoir tant d'étoiles sur 5 au questionnaire de feedback parce que sinon, on considérera qu'on a mal opéré le programme. On va avoir X% de nouveaux profs dans nos formations parce qu'en fait, notre but, c'est de ne pas se reposer que sur quelques profs, mais d'avoir des intervenants qui viennent toujours d'ailleurs et qui viennent nous aussi nous apprendre des nouvelles choses et nous nourrir. Donc, on se fixe au quarter, enfin, voilà, par 3 mois, X% de nouveaux profs à avoir. X événements comme celui-ci par mois pour toucher des nouvelles personnes, etc. Et donc tout ça, c'est de l'objectivation de la performance. Et je sais que dans ce cours-là, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah mais oui, mais moi, je suis pas dans l'opérationnel, donc comment je fais pour objectiver la performance de mes équipes ?» Il y a plein de manières. Par exemple, on avait fait un questionnaire de satisfaction envoyé aux équipes sur tel projet ou tel procédé qu'on avait mis en place. Et ça permettait d'avoir un retour en tant que manager de, en fait, est-ce que j'ai bien piloté ce projet? Est-ce que c'est correctement passé aux équipes? Et ils me donnent directement un feedback. Donc ça, en fait, il n'y a pas vraiment de domaine qui ne peut pas être objectivé. Et notre but, c'est de le montrer avec Virgile, qui est vraiment la meilleure personne pour le faire. Tu vas pas la voir, machin, bon, je la vois. D'accord. Là, j'entends un petit bruit. Ouais, c'est bon, j'ai coupé le micro, tout va bien. Parfait. Et donc voilà, Virgile, c'est vraiment la bonne personne pour le faire parce qu'il va rentrer dans vos réalités et vous dire, bah, là, tu peux objectiver de telle manière. Là, le Objective and Key Result, il s'articule comme ça. Donc ça, c'est le 3e thème. Ensuite, on va avoir la prise de parole en public. Ça, je vous en ai parlé. C'est un peu comment on va réussir à passer ces messages à l'équipe. En gros, c'est un peu pour briser la théorie française de ce qui compte, c'est de faire des bons docs, des bons PowerPoint, d'envoyer beaucoup de documentation. Et puis voilà, en fait, la manière dont on passe son leadership en étant inspirant et en allant véritablement chercher la motivation chez les gens, en donnant une énergie, c'est super important. Il y a un petit bug, c'était 3 et 5, mais voilà, vous inquiétez pas, je suis bien la trame. Et le but, c'est véritablement de faire passer votre mission efficacement. Donc, ça veut dire, pour moi, ce cours, il est utile aussi parce que vous allez mettre plein de choses en place dans la track team leader et qu'après, si vous les passez pas correctement à vos équipes, et ça va sûrement passer par un meeting, en fait, vous allez prendre la parole et vous allez présenter les choses à faire, ça risque en fait d'être décevant pour vous de ne pas réussir à concrétiser votre travail avec une adhésion collective en face de vous. Et en fait, sur toute la track, ce qu'on va créer, c'est un plan d'action personnel et vous allez avoir des blocs que vous allez pouvoir mettre en place entre les séances, comme je vous disais. Et après, il y a des blocs sur lesquels vous allez vous engager un peu pour votre vie post-programme avec nous de manager. Et véritablement, sur la prise de parole, le but, c'est de savoir un peu pitcher et transmettre ce plan d'action une fois que vous aurez pris le temps de le structurer, savoir exactement ce que vous avez envie de faire passer, tester des choses, etc. Ensuite, on a l'art du recrutement. Ça, pour nous, c'était super important parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà recruté, comment ça s'organise dans vos équipes, si vous avez quelqu'un qui recrute pour vous, si la fiche de poste elle est gérée par des RH. Il y a plein de situations. En gros, parfois c'est les RH qui expriment le besoin, ils recrutent et voilà, quelqu'un débarque dans vos équipes. Parfois, dans des petites structures comme chez Lyon, par exemple, vous êtes responsable de tout, donc écrire la fiche de poste, la poster sur Welcome to the Jungle, faire les premiers entretiens, onboarder la personne, voilà. Et en fait, au départ, on recrute toujours parfois des mauvaises personnes et c'est difficile d'avoir quelqu'un qui en fait ne matche pas exactement, et vous allez vous rendre compte avec le cours de Sarah qui est Head of People chez Conto qu'en fait si vous avez recruté quelqu'un, c'est de votre faute. Parce que vous avez mal recruté quelqu'un, c'est de votre faute, parce que vous n'avez pas fait le travail préliminaire de quel poste j'ai besoin, quel profil doit absolument avoir cette personne, pas tomber dans les écueils de ah bah c'est sympa comme discussion, c'est quelqu'un qui me ressemble, voilà. Comment on fait en fait pour véritablement objectiver le besoin RH qu'on a et recruter la bonne personne en faisant passer par des questions, un processus qui permet de pas aller à la facilité de j'ai besoin de quelqu'un vite, c'est souvent comme ça, j'ai besoin de quelqu'un vite, je recrute vite, de toute façon je l'accompagnerai pour que ça monte et il a l'air très bien. En fait, si on prend pas le temps, on se rend compte que ça coûte énormément de temps derrière de gérer quelqu'un qui n'est pas exactement là où on voulait,
voire parfois de mettre fin à des périodes d'essai, de devoir recruter. Enfin voilà, ça c'est des choses que tout manager à un moment a vécu et qui font perdre énormément de temps. Donc le but là, c'est de savoir en fait mapper ses besoins d'équipe pour recruter la bonne personne. Et ensuite, conversation difficile. Donc ça, c'est un peu notre dernier thème sur comment on va appréhender et gérer des discussions difficiles. Ça boucle pour nous entre la première séance du servant leadership et la dernière conversation difficile. Au milieu, vous allez passer par tout ce qu'on s'est vu. Et en fait, le but, c'est de se dire, malgré tout ça, on peut se retrouver à avoir un point compliqué à faire passer. On peut se retrouver dans une position où il faut être dur, où il faut réussir à faire passer des messages tout en ne bloquant pas la communication et en amenant l'autre à se dépasser et à sortir de là où il peut être bloqué. Parce que des situations de blocage qui restent, des conversations difficiles qui ne se soldent pas par une bonne communication et une compréhension mutuelle, ça amène souvent à des cristallisations de difficultés, à des départs, à une mauvaise ambiance dans l'équipe, parce qu'un manager avec lequel vous avez une conversation difficile qui n'a pas été donnée, il va en discuter avec ses autres collègues. Ça fait un peu un effet boule de neige. C'est super difficile pour vous dans votre pilotage d'équipe et dans votre management général d'avoir ne serait-ce qu'une personne dans votre équipe avec qui il y a une mauvaise relation. Donc, ça peut être des gens qui sont plus isolés, ça peut être des gens qui sont au cœur des équipes. Enfin, dans tous les cas, savoir gérer des conversations difficiles, c'est un peu le moment où on va tester tout ce que vous avez mis en place et où en fait, il va falloir se confronter à ça. Et ce qui est génial dans ce cours, c'est que vous avez un peu une théorie au départ d'1 heure où Pauline elle va reboucler finalement tous les sujets qui ont été vus pendant cette track. Et après, on passe en mise en pratique. Et donc là, c'est vous qui nous donnez aussi des situations. Nous, on en a des classiques qui arrivent souvent parce qu'en fait, on pense toujours être dans des situations exceptionnelles, mais en fait, les sujets de conversation difficiles, c'est quand même souvent les mêmes. Donc nous, on a une banque de sujets difficiles. Et en fait, on va vous mettre en mise en pratique et Pauline va vous aider à mener l'entretien pour réussir à débloquer une conversation difficile. Enfin, débloquer une situation difficile en ayant une conversation difficile. Et puis, je pense que vous le savez, il y a une phrase qui dit, voilà, on ne quitte jamais une entreprise, on quitte un manager. Je pense que laisser un peu, par flemme, parfois par inconfort de mener cette discussion, par difficulté à savoir où on va emmener l'autre. En fait, laisser une situation un peu pourrie amène souvent à un effet boule de neige qu'on n'a pas forcément d'utilité à voir se propager dans ces équipes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce programme ? Alors, on a une question de Pierre-Marie Ouais. sur des exemples d'objectifs par équipe. Et lui, c'est un sujet encore plus précis parce qu'il demande si tu as des exemples pour des équipes produits. Voilà. Ok. Et juste pour revenir sur des équipes produits, Anaë, ensuite tu donneras ta réponse, Ouais. mais ça peut être, tu vois, ton pourcentage d'utilisateurs actifs sur ton app, ça peut être ton coût d'acquisition par utilisateur. Enfin, c'est vraiment c'est très chiffré en fait. Mais je vais laisser Anaë répondre. En fait, ça dépend évidemment beaucoup des équipes que tu manages. Moi, je vous en ai donné des exemples sur l'équipe opérationnelle qui sont en fait des métiers plus durs à objectiver que les sales, par exemple. Objectif and key result pour les sales, tu fixes ton objectif de chiffre d'affaires au quarter, tu le décomposes, ça c'est un objectif de team, et après tu le décomposes pour tout le monde. Donc ça c'est assez vite, X clients signés, X lead show, X conversion, voilà, donc en pourcentage ou en nombre, ça va avoir en fonction de ta culture d'équipe. Et sur le produit, ça dépend quelle équipe produit tu gères. Est-ce que c'est des objectifs pour toute l'équipe produit ou qui concerne le produit en tant que tel. Mais oui, tu vas avoir un peu ce que disait Joséphine, tu as toute la partie utilisateur. Tu peux avoir X réponses à ton enquête utilisateur, X conversion sur la page ils nous ont donné leurs emails pour la suite. Tu peux avoir fait tant d'A/B tests pour découvrir quel est le meilleur wording. Tu peux avoir des objectifs qui sont liés à ta team dev, liés à ta team design, liés à ta team... Donc ça, c'est un peu dépendant de l'organisation de ton équipe. Et ce qu'on voit dans le cours de Virgile, c'est qu'en gros, tu as un peu des
des objectifs au quarter de la boîte entière, que ça se répercute sur un sous-objectif par équipe et qu'après, tu as des objectifs and key results individuels. Donc, en fait, c'est vraiment plus cette vision un peu en entonnoir de je sais comment mon objectif individuel sert la mission du service au quarter et la mission de la boîte qui permet de se sentir exactement tous alignés dans on sait que ça, c'est notre priorité. Top, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Anaëlle? Ah oui, on a une question de Léo Bernard. Ouais. Donc, il dit on est beaucoup sur des grands principes sur cette formation. À quel point il faut avoir un mode de management personnalisé à votre avis, à ton avis? Alors, on est sur des grands principes, mais pas que. En gros, pour moi, votre management, c'est déterminé par 3 choses. Vous-même, il ne faut pas essayer d'être un manager qu'on n'est pas. Moi, par exemple, je vais être très en accompagnement, je vais demander souvent, je vais me poser souvent. Voilà. En fait, si par définition, ça vous saoule d'être le bureau des plaintes, ça vous saoule d'avoir un truc très proche, il ne faut pas essayer d'être un manager que vous n'êtes pas. Donc, évidemment, la première chose déterminée, c'est vous-même. Et donc là, en fait, vous n'aurez jamais, même si vous suivez les mêmes cours et que vous avez la même toolbox, vous choisirez jamais les mêmes outils dedans. Mais ça, je le vois à l'échelle de mes 15 à 20 participants par track. Ils ne font pas du tout la même chose in fine dans leur boîte. Donc, le premier facteur qui détermine votre management, c'est vous-même. Après, c'est votre équipe. Vous managez 2 personnes, 13 personnes. Ils sont seniors, c'est des équipes techniques. Ils ont les mêmes métiers. Ils n'ont pas du tout les mêmes métiers. Très différents aussi. Ils sont en remote, ils sont sur place, vous managez des gens qui ne sont pas dans la même ville que vous. Enfin, en fait, ça, c'est l'organisation de votre équipe. C'est le deuxième facteur qui détermine votre management. Et le troisième facteur, c'est votre boîte. C'est-à-dire qu'il y a un esprit, il y a des valeurs d'entreprise qui font que les gens vont rejoindre une entreprise parce qu'il y a telle ou telle valeur, et que vous ne pourrez pas complètement être orthogonaux à ça. Par exemple, chez Alan, qui est une start-up qui a lancé une mutuelle santé il y a quelques années, qui était la première à l'avoir depuis 40 ans, l'agrégation pour être mutuelle, c'est tout à la culture de l'écrit. Tout à l'écrit. C'est-à-dire que tous les meetings sont reportés à l'écrit, que tu vas poser une question à l'oral et avoir une réponse à l'oral sans que ce soit mis à l'écrit, et qu'on te demande sans cesse de tout écrire parce que c'est comme ça qu'ils pilotent la boîte. Si toi, tu as un management de l'oralité, c'est pas possible. Donc, en gros, oui, il y a des grands principes dans cette formation, mais le but, c'est de vous donner une toolbox hyper complète sur les thèmes que je vous ai donnés. Et de là, vous faites du pick and choose. Et c'est custom sur vous, entre vous-même, votre service, votre boîte. Et ces 3 facteurs combinés font que tous nos team leaders qu'on forme depuis 1 an et demi, en fait, n'organisent pas du tout leur équipe de la même manière. Par contre, ils ont les mêmes bons réflexes, ils ont les mêmes indispensables et ils ont la communauté, le réseau, les ressources pour se sortir de situations difficiles. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que je peux rebondir à l'oral sur ta question du coup? Ouais, bien sûr. Ma question du coup. En fait, la raison pour laquelle j'ai posé ça, et merci pour ta réponse qui, je pense, est complète sur la fin, notamment de donner les bons outils, c'est plus que je pense qu'on a ce réflexe, je ne sais pas si c'est français ou autre, mais de dire que quand on est manager, c'est une sorte de réussite, qu'on a réussi à être peut-être, je sais pas, mieux que nos pairs, et que du coup, on a ce statut qui fait qu'on peut dicter un peu ce qu'on a envie de faire. Et je trouve que souvent, on oublie que, et du coup, la formation numéro 1 sur le servant leadership est hyper intéressante parce que je pense que c'est vraiment le cœur de tout ce qui devrait être. Et on oublie que chaque manager aura des besoins différents. Et souvent, on va poser ce qui marche selon nous auprès de chaque personne sans pour le coup réagir si la personne en fait finalement veut ça ou pas. Tout à l'heure dans le chat, du coup, on avait Nicolas qui nous mettait qu'il avait 7h30 de points hebdo. Donc sur 13 personnes, ça veut dire que du coup, c'est une demi-heure par personne. Mais ça se trouve, il y a des personnes qui ont besoin de 2 heures et d'autres qui ont besoin de 5 minutes. Et, Ouais. et ça, je m'en suis rendu compte parce que j'ai 2 managers depuis seulement quelques mois. Donc je découvre tout ça et c'est hyper intéressant. Un qui vient du Nigeria, un qui vient d'Australie. Donc en termes de culture, on est assez opposés. Et moi, du coup, étant français entre les deux. Et en fait, pour moi, le cœur de tout ça, c'est m'adapter à tous leurs besoins. Et mon mode de management est défini par ce que eux veulent. Et en fait, je n'impose rien au final, tu vois. Donc peut-être que après, c'est exagéré comme mode de management, mais c'est par rapport à ce qu'ils veulent, je m'adapte et je modèle un peu mon mode de management. Ma question, toi, elle est à quel point, dans cette formation, tu peux aider les gens justement à se dire, bah, OK, tu prends le besoin de ton manager et tu t'adaptes toi en tant que manager et non pas l'inverse. Tu vois, tu découvres toi qui tu es et tu colles ça à une autre personne. Ouais. Tu vois ma question ou pas? Oui, bien sûr. En fait, moi, c'est… Non, mais merci beaucoup ton partage. En gros,
Je pense que vous allez le voir dans les différents thèmes, mais il y a un vrai truc sur comprendre l'individualité de chacun de vos managers parce que vous ne pouvez pas faire exactement la même chose avec chacun. Par contre, dans les process et les partages et les outils, tu es obligé d'imposer quelque chose parce qu'il n'y en a pas un qui peut travailler sur Google Drive, l'autre qui aime avoir ses docs en natif, l'autre qui utilise Notion et le dernier qui travaille que le dimanche soir. Donc en fait, c'est juste, il faut quand même avoir un truc de… Évidemment, tout le monde est… Enfin, en fait, il y a le framework et dans ce framework, il y a des zones de liberté. Et sur la personne qui disait 7h30 de points, je comprends. En fait, nous, je pense que quand même, tes tâches de manager, c'est-à-dire à la fois les rendez-vous et affiliés, te prennent grosso modo, alors, moi c'est un chiffre que je trouve trop gros, mais dans les lectures qu'on a eues et sur le servant leadership, c'est ça, c'est 80% de ta to-do. 80% de ton temps est donné à tes équipes. Donc c'est énorme et ça dépend aussi de ta to-do. Donc moi je pense que j'en suis à un peu moins, mais c'est vrai qu'évidemment il y a quelque chose de super custom à faire. Après l'écueil, c'est de ne pas tomber dans du sur-servant leadership où en fait tu t'oublies toi, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, à donner beaucoup, toi, tu n'as plus la ressource et l'énergie pour toi-même grandir, te ressourcer, être inspirant et du coup, amener aussi les gens ailleurs après. Et par exemple, moi, c'est marrant ce que tu disais sur tes points avec tes managers. Nous, il y a 3 personnes qui ont le même job et une personne que je manage qui a un autre boulot. Et les 3 personnes qui ont le même job, une fois par semaine, en fait, je fais un point opérationnel 30 minutes. Et une fois par mois, on sort, on va boire un café 1 heure. Et je sais que j'ai mis dans l'ordre nos monthly parce qu'il y en a une qui me prend toujours moins de temps. Elle ferme beaucoup, enfin voilà, en 40 minutes, souvent on a fini. Une où ça dure pile le temps et une qui déborde toujours de 30 minutes. Et ça fait 1 an et 1 an, ça s'est toujours vérifié. Il y a toujours quelqu'un avec qui je finis toujours par boire la fin de mon café en attendant la suivante toute seule en faisant 2-3 mails. L'autre, à pile l'heure, elle me fait « Bon, bah merci beaucoup, c'était trop bien » et elle rentre au bureau. Et la dernière, et je la mets en dernier, on déborde toujours. Et je sais que je la mets en dernier parce que si je la mets la première fois, en fait, je l'ai mise en première. Et j'étais en retard sur tous mes monthly de ma matinée parce que comme elle m'a pris 30 minutes de retard au départ, après, je n'arrivais pas à rattraper. Et donc ça, je l'ai quand même gardé 1 heure dans le rendez-vous pour qu'il n'y ait pas de différence de traitement et de temps. Mais je sais qu'en fait, souvent, il y en a une qui prendra 40 minutes, 1 heure et l'autre 1h30. Et c'est pas grave, je les ai mises dans le bon ordre mais c'est vrai que c'est super. C'est les mêmes structures, hein. Elles ont répondu au même questionnaire, on suit le même programme, c'est au même café, c'est le même jour. Et ben, voilà, il y a chacune qui a son mode d'abordage en fait de ce point et qui développe pas du tout les choses de la même manière. Joséphine, est-ce que tu sais laquelle? Et ben, Léo vient de dire, je suis sûre que c'est Léa qui déborde. Oui, c'est Léa qui déborde. Voilà. Trop cool. Bah, merci Anaë pour ta réponse. On avait une question de Guy qui était une question sur le programme et la formation en règle générale pour avoir un peu plus de détails sur le nombre de sessions, si c'est à distance, les exos et sur le fond. Voilà. Ok, alors nous, ça commence le 21 octobre. C'est des sessions de 3 heures tous les mercredis, sauf la dernière journée. La dernière semaine, c'est un vendredi. On a toute la journée pour faire à la fois conversation difficile, le matin vraiment en workshop, et après vous entraînez à aller pitcher un peu votre plan d'action à votre équipe, qui est un peu la clôture de cette formation. Donc la modalité c'est toujours la même. 3 heures de formation, on le fait en présentiel. On en fera peut-être une en remote en 2021, mais là on avait envie de reprendre en présentiel. Alors on a tout bien, enfin on a encore des formations en présentiel là à Lyon en ce moment, donc c'est masque, distanciation, chacun sa table et voilà. Mais en management, on aime bien aussi la garder en présentiel parce que comme vous venez avec des choses nouvelles chaque semaine et puis c'est quand même plus chouette pour discuter en groupe aussi d'être en présentiel, mais on le fait aussi très bien en remote. On a fait celle de mai en remote et ça s'est très bien passé. Donc c'est 3 heures, un nouveau prof à chaque fois, cours théorique, 2 fois 45 minutes en gros. Et après, 2 workshops où parfois c'est imbriqué, une partie théorique, un workshop, une partie théorique, un workshop, pour mettre en pratique directement. Donc, OKR, par exemple, il va faire
un module sur vision, mission, vous passez un workshop sur ça, puis un module sur objectivation de la performance par les OKR, vous faites un module sur ça. Moi, c'est pareil sur prise de parole ou outils. Prise de parole, c'est vraiment 1 heure de théorie, 2 heures de pratique. Mais organisation personnelle et collective, ça va être un bloc de théorie, un bloc de pratique, un bloc de théorie, un bloc de pratique. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne transige jamais. Vous n'allez pas avoir d'inspiration 1 heure de manière passive sans après vous confronter à le mettre en place, parce que si vous venez faire cette formation, c'est que vous avez envie de changer les choses dans votre management, et si vous vous collez pas au fait de le changer avec nous, c'est pas tout seul le lundi suivant en rentrant avec vos équipes et en faisant votre point que vous aurez l'énergie de repenser les choses, quoi. Donc le but, c'est de prendre le pas de côté, de sortir de votre quotidien et de nous utiliser pour trouver cette zone un peu de liberté à changer les choses et à tester pour revenir après dans votre équipe avec de nouvelles manières de fonctionner. Ça répond à ta question? Je pense que ça répondra à la question de Guy, mais Guy, si jamais ça ne répond pas à ta question, n'hésite pas. On a eu aussi une question sur est-ce que le management N-2 est abordé, et en fait, un point qu'on ne vous a peut-être pas expliqué, c'est qu'en fait, nos professeurs, enfin, nos intervenants, on les briefe bien sur votre profil, sur vos situations. On vous envoie des questionnaires aussi pour qu'on puisse répondre le mieux à vos attentes et à vos besoins. Donc, en fait, le but de cette formation, justement, c'est de pouvoir vous donner des billes, des méthodes, des outils, des conseils qui vous correspondent, vous. Donc, on s'adapte à vos profils et nos intervenants sont bien au courant de vos situations. Donc, là-dessus, évidemment, oui. En fait, en général, on est une quinzaine. Et comme disait Joséphine, en amont, Joséphine et moi, on envoie un questionnaire qui dit combien de personnes vous managez, depuis combien de temps, c'est quoi vos thèmes prioritaires, vous avez quel sujet que vous voulez absolument aborder, quel est l'exemple du meilleur manager que vous avez eu. Enfin voilà, on fait un peu un questionnaire de mapping de vos profils et tout ça est envoyé aux profs en amont. Donc en fait, ils savent exactement à qui s'adresse. Et sur le sujet N-2, il y a quasiment tous les intervenants qui peuvent te donner des billes là-dessus. Agnès et Annabelle, elles gèrent des niveaux N-2, N-3. Virgile, il a géré des niveaux N-2, N-3. Et moi, si je peux te donner un peu là, tout de suite, pour que tu aies un peu un truc à la fin du webinaire. En gros, il faut faire vraiment énormément confiance à tes managers intermédiaires pour gérer le pilotage quotidien. Mais c'est chouette, ça dépend de la taille de l'équipe. Et moi, je sais que par exemple, on le fait avec les filles, que par exemple, le point de fin d'année, il soit avec le N+2, en accord avec le N+1, mais qu'en gros, il y a aussi un rapport au top management parce que ça permet de ne pas se sentir distancé, ça permet de ne pas avoir l'impression que l'information rigole à 2 niveaux sur toi, que tu peux avoir directement une approche avec le N+2. Et donc ça, je trouve ça, dans la mesure où c'est possible avec l'équipe, d'avoir quand même des rendez-vous, c'est pas régulier, mais quand même des rendez-vous avec les N-2 et surtout, et on va l'aborder dans le cours prise de parole, à tous les team meetings, à tous les rendez-vous d'équipe, c'est super important de parler à tout le monde et de mettre en valeur, pas seulement les middle managers, mais l'ensemble des équipes pour avoir le truc de cohésion de, en fait, oui, dans l'opérationnel, il y a N, N-1, N-2, mais en fait, le but, c'est que ces catégories-là se parlent aussi de manière fluide. Trop cool. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question de Anako et Léo était aussi intéressé. Guy, te remercie aussi pour ta réponse, Anaë, de ta précédente question. Il nous reste encore quelques petites minutes. Est-ce que vous avez des questions à poser à Anaë sur des méthodes, sur la formation ou sur votre situation particulière? Eh bien, s'il n'y a plus de questions, n'hésitez pas à allumer vos micros si besoin. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez à la fois pu découvrir le programme, mais aussi commencer à apprendre des choses et à ne serait-ce que enclencher des nouvelles manières de penser votre management ou se dire bah oui, c'est vrai, ça c'est une piste que je pourrais creuser, mais bah, bien sûr, il y a ça et puis il y a ça, et d'avoir un peu cette ouverture des champs possibles. Et nous, notre but après, c'est de les structurer et de les faire redescendre au bon endroit. On serait ravis de vous accueillir pour cette track. Ça commence mercredi prochain. Le contact là qu'on vous a mis, c'est julien@johnlyon.co. Si jamais vous avez des questions aussi voilà, sur votre management ou personnel, vous pouvez m'écrire à anae, @johnlyon.co et je serais ravie de vous aiguiller et de vous aider à structurer ce leadership qui est un peu une épreuve de chaque instant, mais qui, avec les bonnes méthodes,
et beaucoup moins stressant en fait qu'il n'y paraît, parce que c'est toujours cette base organisée et objective sur laquelle vous construisez et qui ne va pas se dérober sous vous parce qu'elle est pensée à l'avance et efficace. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Anaë, merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle aussi, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur tous les réseaux, on fait pas mal d'événements. On a un événement le 22 octobre sur les OKR produits, donc Pierre-Marie qui est particulièrement intéressé sur ce sujet-là nous rejoindra à ce moment-là. On a également un événement le 27 octobre sur les outils no-code et un événement le 29 octobre sur comment devenir product manager. Voilà, on organise plein d'événements, ça nous fait toujours trop plaisir de vous voir. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que ça vous lance dans une bonne journée et que vous êtes en super forme. Merci à tous, à très vite.